Donc j'aimerais que par 2 fois, vous arrêtiez les allusions sur le fait que nous tricherons sur les votes, parce que je crois que ce n'est pas sérieux et que ça jette un voile sur la crédibilité de nos votes. Alors, en fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de vous-même, là, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. Madame la Présidente Panot, pour un deuxième rappel au règlement. Pas faire le malin avec moi, hein. Je demande une suspension de séance de 10 minutes. La séance est suspendue. Alors cette vidéo s'annonce un peu plus longue que les autres. Tout d'abord, je vais vous montrer quelques séquences très rapides de scènes à l'Assemblée nationale qui ont marqué le débat sur le budget. Puis on en discutera ensemble et je vais tenter d'expliquer ce qui se profile avec ce budget et c'est pas fameux. Tout d'abord, la séquence sur Mathilde Panot, présidente de son groupe, qui est accusée de tricherie sur les votes à l'Assemblée nationale. Alors qu'elle l'ait fait ou non, j'en ai aucune idée, on n'a pas de visuel dessus, mais si c'est le cas, la VAR nous le dira. Les trucages à l'Assemblée ou en commission, c'est pas nouveau. Quand on sait que tout ça se passe à main levée, franchement, on veut pas évoluer, peut-être par peur d'avoir des preuves, je sais pas, je pose simplement la question. Je vais vous montrer un exemple où l'on voit la preuve flagrante d'une tentative de trucage d'un scrutin, tout cela fait par un macroniste. J'en ai déjà fait une vidéo, mais regardez. La vidéo montre un premier vote à main levée aboutissant au rejet d'un amendement. Plusieurs députés contestent le décompte et demandent un nouveau vote que le président de la commission refuse à plusieurs reprises. Le même finit par concéder un nouveau scrutin qui aboutit cette fois à l'adoption de l'amendement. Je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour? 19, 20. Qui est contre? 18, 19, 20. Oui, bah oui, 20. Oui, 20. Non, ça se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Oui, 20 contre 20. Oui, il n'y a pas... non, mais écoutez, voilà. Et Jean-Marc Gélési contre. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre. Amendement de suppression accepté. Donc que Panot ait triché, aucune idée, mais tout est possible avec nos magnifiques députés. Mais il y a aussi cette séquence, une vidéo de Guillaume Bigot, député RN, qui montre l'absentéisme constant de nos amis LR et macronistes à l'Assemblée nationale. Donc je voudrais rappeler à nos collègues, notamment à Guillaume Bigot, qu'il est interdit de prendre des photos dans l'hémicycle. Permettez-moi de rappeler à cette députée macroniste qui semble oublier que les débats de l'Assemblée sont diffusés en direct sur LCP, que toute la France a pu constater l'absence notable de ces députés lors de la présentation budgétaire de M. Barnier. Cette absence en dit long sur la considération de certains élus envers un moment clé de la vie démocratique. Et bien sûr, tout cela a été immédiatement défendu par la justicière des macronistes, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Il est effectivement interdit de prendre des photos dans l'hémicycle, sauf peut-être pour les résultats du vote, on le fait tous, mais autrement ne pas se prendre entre collègues. On a aussi eu une leçon de maths de la part d'Éric Coquerel du groupe LFI. Monsieur le ministre, 125 de 25%, ça fait pas 125% d'augmentation. Ça fait 57%. Alors si pour vous 57% et 125% c'est la même chose, ça m'étonne pas que vous n'ayez pas pu prévoir une explosion des déficits. Ben voilà pourquoi notre déficit est énorme, ils savent pas compter, normal avec un ancien ministre de l'économie qui dit qu'il n'a jamais été bon en maths. Un hectare, c'est quoi? Bon, c'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Bon voilà pour ces quelques séquences qui m'ont fait sourire, il y en a eu tellement, j'en ai choisi quelques-uns pour vous montrer l'état de ce débat catastrophique. On va voir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec le budget de l'Assemblée nationale? On a eu affaire à de récents débats autour du budget 2025 menés par Michel Barnier à l'Assemblée nationale. Tout cela expose une scène politique marquée par des divisions internes, des alliances inédites et une opposition renforcée qui met en difficulté le gouvernement. Au-delà de la question budgétaire, cet affrontement symbolise une crise de légitimité des institutions et pose des questions fondamentales sur le rôle du Parlement, les limites de la majorité et les tensions entre gouvernement et opposition. Des tensions internes et une majorité affaiblie. On peut tout d'abord observer la fragilité de la majorité gouvernementale, où les députés proches de l'exécutif semblent eux-mêmes divisés. Michel Barnier a choisi de permettre les débats au lieu d'appliquer l'article 49.3 dès le départ. Une décision qui a conduit à une série de défaites et d'amendements imposés par des oppositions, mais aussi parfois par ses propres alliés. Cette situation expose un parlement fragmenté où la majorité peine à rassembler des soutiens suffisants pour défendre son propre budget. Ce qui souligne un problème de cohérence interne au sein de la coalition. Moi je pense que ça finira par un 49.3, ils peuvent pas s'en sortir autrement, mesure de censure.
Et là, je crois que, je l'ai déjà dit, mais je crois que ce gouvernement ne passera pas l'hiver. Je crois que c'est plus que jamais vrai. Après une semaine où on a vu les groupes gouvernementaux en déroute totale, juste capables de jouer la montre. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, exprime ce sentiment d'abandon, ce qui illustre la crise d'autorité au sein du gouvernement. La situation montre aussi la limite de la démocratie parlementaire. Une majorité divisée et un exécutif contraint d'accepter une remise en question de son texte de loi sont autant de signes d'une fragilité institutionnelle qui menace la stabilité du processus législatif. Le rôle de l'opposition, alliance stratégique et influence accrue. Face à une majorité qui vacille, l'opposition comprenait à la fois la gauche et le Rassemblement national. Étonnant vu leur soutien à Michel Barnier. Ils profitent de cette vulnérabilité pour modifier en profondeur le projet de loi. Ce qui est notable, c'est l'apparition d'alliances inédites, telles que des votes conjoints entre des élus RN et LR socialistes et communistes. Ces alliances de circonstances traduisent un rapprochement pragmatique autour de certains enjeux fiscaux et sociaux, montrant que les clivages idéologiques peuvent temporairement s'effacer face à des priorités communes, comme la justice fiscale ou la régulation des niches fiscales. Les amendements adoptés sous l'impulsion de la gauche et du RN illustrent des victoires symbolique pour chaque camp. Qu'il s'agisse de la taxe exceptionnelle de 10% sur les dividendes des entreprises du CAC 40 ou de l'extension des prêts à taux zéro dans l'immobilier ancien, en revendiquant ces changements comme des avancées idéologiques, l'opposition se positionne comme un contre-pouvoir puissant, capable de freiner ou d'orienter les décisions du gouvernement. Une stratégie gouvernementale face au blocage entre usage du 49.3 et épuisement parlementaire. La stratégie du gouvernement est facile à comprendre. Il montre qu'il pourrait utiliser l'article 49.3 pour faire passer le budget sans vote final ou choisir d'épuiser les délais jusqu'au renvoi au Sénat, majoritairement à droite. En retardant le débat et en multipliant les échanges sans issue, l'exécutif semble vouloir épuiser la patience des députés. Cette approche est critiquée comme machiavélique par le député RN Jean-Philippe Tanguy qui accuse Barnier de manipuler les délais pour forcer un passage en force, un reproche révélateur de la perception de l'opposition face aux manœuvres du gouvernement. Mais Michel Barnier, derrière son air de sage, est en fait machiavélique. Et donc, pour cacher les 30 milliards d'euros qu'il y a dans son budget, pour paraître raisonnable, il voulait que le NFP, les socialistes, les insoumis, multiplient les taxes pour que les 30 milliards de taxes de M. Barnier semblent petites, entre guillemets, par rapport aux 60, 70 milliards de taxes des insoumis. L'usage du 49.3, même s'il reste une option légale, incarne une forme de contrôle autoritaire de l'Assemblée, laissant peu de place à un véritable débat démocratique. En d'autres termes, la décision de recourir à cette procédure souligne un déficit de dialogue au sein de l'hémicycle où le pouvoir de négociation semble épuisé face à une opposition déterminée. Le gouvernement cherche à faire avancer son projet tout en conservant la façade d'une procédure démocratique. On y voit alors des tensions entre impératifs politiques et pratiques démocratiques. Les enjeux idéologiques derrière le budget. Clivage et perception du rôle de l'État. Les amendements discutés sur la fiscalité et la redistribution montrent de nombreuses tensions idéologiques et politiques. La gauche a par exemple poussé pour une surtaxe des dividendes et des impôts sur les entreprises du CAC 40, des mesures visant à rééquilibrer les inégalités sociales en temps de crise économique. À l'inverse, le RN et la droite ont plaidé pour la limitation des charges fiscales sur les entreprises, adoptant un discours libéral favorable aux entreprises et à la croissance économique. Les positions politiques sur la fiscalité traduisent donc des visions opposées sur l'économie et la société. La gauche valorise une approche égalitaire, où les grandes entreprises et les plus riches sont appelés à contribuer davantage, tandis que le RN et une partie de la droite préfèrent minimiser les impôts pour garantir la compétitivité économique. Ce clivage idéologique est très intéressant. Le Parlement et la perception de la démocratie a un risque de défiance accrue. Enfin, on a affaire à une problématique plus large de défiance envers les institutions. Le recours au 49.3 ou à l'épuisement des débats donne l'impression d'un gouvernement peu enclin à écouter le Parlement, ce qui montre une démocratie affaiblie. Cette stratégie est une façon d'éviter le dialogue, qui contribue à une crise de confiance et soulève de vraies interrogations sur la légitimité des institutions en place. Pour les citoyens, les décisions budgétaires représentent des choix cruciaux qui touchent directement leur vie et un passage en force de ces décisions sera perçu comme un déni de leur voix représentée par leurs élus. Cette situation renforce le fossé entre les électeurs et leurs représentants, dans un contexte où la démocratie parlementaire est étouffée par des procédures centralisées et peu transparentes. Conclusion. En définitive, on fait de nouveau face à une crise institutionnelle au-delà du simple débat budgétaire. Le gouvernement de Michel Barnier, avec ses défaites successives et ses stratégies d'épuisement parlementaire, montre la complexité du gouverner en période de fragmentation politique. Les alliances de circonstances au sein de l'Assemblée révèlent une diversité idéologique qui s'oppose à une majorité hésitante, posant des questions sur la capacité de l'État à maintenir une ligne budgétaire cohérente sans passer par des pratiques autoritaires. Pour la démocratie, cette situation invite à réfléchir sur le respect des processus parlementaires et sur la responsabilité du gouvernement d'écouter la pluralité des voix représentantes. Le recours au 49.3 ou au passage automatique au Sénat, bien que légal, est un rappel brutal des limites d'un Parlement divisé. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude. Dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez plus. Voilà.